Bonjour à tous, merci de m'accueillir à nouveau à votre réunion de rentrée. Je crois que c'est la troisième à laquelle j'interviens. Je le fais avec beaucoup de plaisir, je retrouve des amis, c'est toujours agréable ce genre de retrouvailles. Il faut dire que l'UNIOPS et la Fonda ont une histoire commune très ancienne, puisque l'UNIOPS, le président de l'UNIOPS de l'époque, fait partie des créateurs de la Fonda. C'était il y a 40 ans. Et depuis 40 ans, nos deux structures, chacune dans des compartiments de jeu extrêmement différents, n'ont pas cessé de dialoguer, de coopérer. C'est donc dans cette tradition que s'inscrit mon intervention d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, Géraldine, il ne s'agit pas d'opposer le tout qualitatif au tout quantitatif, mais quand même. Le point de départ de la réflexion que vous entamez aujourd'hui, et permettez-moi de vous féliciter de vous lancer dans le bain de cette réflexion, parce que le sujet est franchement difficile, franchement pointu. Ça fait plaisir de voir un organisme comme l'URIOPS affronter des choses d'une telle difficulté. Le point de départ, il est quand même là. Il est quand même dans la perception que nous avons de cette injonction à la performance comme d'une contrainte. Personnellement, je déteste le mot performance. Et j'ai vu, depuis le vote de la LOLF au début des années 2000, j'ai vu comment l'injonction à la performance avait puissamment contribué à l'affaiblissement et à la destruction d'un certain type de qualité de service dans l'administration. Le mot performance vient pas de nulle part. Le mot performance vient du monde boursier. La performance d'une action, c'est l'argent qu'elle rapporte à celui qui la détient. Que cet argent soit gagné sous forme de dividendes, donc la part que l'entreprise ayant fait des bénéfices verse à ses actionnaires, ou que cet argent vienne de la capacité qu'on a à revendre une action plus chère qu'on l'a achetée. Et par les temps qui courent, on gagne beaucoup plus d'argent en jouant sur l'achat et la revente des titres financiers qu'en percevant des dividendes. Lorsqu'une entreprise ne veut pas ou ne peut pas distribuer de dividendes, elle rachète ses propres actions pour en faire monter le cours, pour permettre à ceux qui détiennent les actions de les revendre plus cher qu'ils nous ont achetées. Tout ça, toute cette mécanique financière qui aujourd'hui domine très largement la logique économique, c'est une mécanique non pas de création de valeur, mais de prélèvement de la valeur. C'est un système de prédation sur la valeur créée ailleurs. Aujourd'hui, l'ensemble des raisonnements à partir desquels on mesure la performance ne sont pas des raisonnements qui permettent de savoir, de comprendre, de mesurer comment une valeur a été créée, mais sont des raisonnements qui permettent de savoir comment on va faire pour prélever de la valeur quelque part. Et dans le monde des administrations publiques, ce qu'on appelle la performance est beaucoup plus simple que tout ça. La performance, c'est comment on va continuer à faire avec moins de moyens. Et ça n'est jamais autre chose, et ça n'a jamais été autre chose. Voilà pour la performance. De l'autre côté, j'entends, et depuis longtemps, dans le monde des associations, et tout particulièrement dans les associations du champ social, s'organiser une résistance à l'injonction à la performance. Et la résistance s'organise sur le thème, attendez, moi, ce que je fais, c'est de l'humain, ce que je fais, c'est du qualitatif, c'est de l'immatériel, ça se mesure pas. M'emmerdez pas avec vos tableaux de bord, vos courbes, vos tableaux Excel, etc. Je suis dans le care, je prends soin des gens, et donc prendre soin, ça ne se mesure pas. Figurez-vous qu'aux États-Unis, il y a quelques années, il y a eu un courant qui s'est structuré dans le monde dans le monde médico-social, je sais pas comment ils appellent ça en anglais, mais peu importe. Il y a un courant qui s'est structuré de travailleurs du care, donc, qui ont décidé de refuser toute mesure quantitative de leur activité, sur la base du raisonnement que je viens de résumer de manière un peu schématique. Et donc vous avez un réseau de travailleurs sociaux, de personnes investies dans le service à la personne, le soin, etc. Tandis nous, aucune mesure de notre travail, on est dans la relation, l'empathie, le soin, etc. Ça ne se mesure pas. Ça n'a pas duré très longtemps, car au bout de quelques années, le principal résultat de cette philosophie a été le burn-out des travailleurs concernés.
C'est-à-dire que si le travailleur social, si rien ne se mesure dans l'activité du travailleur social, eh bien, il n'y a pas de limite à l'investissement qu'on lui demande dans la qualité du soin. Donc, on est dans une impasse qu'il s'agit d'éviter absolument. Est-ce qu'on peut aborder cette question de mesure? Ça va d'abord s'interroger sur quoi, mesure de quoi. Est-ce qu'on peut aborder cette question de mesure de manière renouvelée? Est-ce qu'on a intérêt à mettre les mains dans le cambouis, se retrousser les manches et s'attaquer à cette question de la mesure? Est-ce que nous pouvons utilement, je pense que c'est l'enjeu politique de votre réflexion aujourd'hui, est-ce que nous pouvons utilement nous emparer de la question de la mesure? Est-ce que si nous nous emparons de cette question, est-ce que si nous l'approprions, est-ce que ça va nous permettre de progresser dans nos projets associatifs, notre vision commune, précisément, du soin, de la société inclusive, de l'accompagnement, et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, pour répondre à cette question, je vais commencer. Il y a quelques années, il y avait eu une alerte très forte dans le monde associatif sur le thème la diminution des dotations aux collectivités locales, étant donné le poids des collectivités locales dans le financement des associations. La diminution des dotations va, en quelques années, provoquer la disparition de 250 000 emplois dans le monde associatif. Un certain nombre d'entre nous avions trouvé que ce calcul de coin de table était un peu rapide et que si évidemment la réduction des subventions publiques génère des contraintes fortes sur les associations, le calcul n'était pas le bon. Donc nous avions à la Fonda, selon notre bonne habitude, réuni un groupe de travail avec des tenants de positions différentes et essayé de clarifier cette question. Et donc réfléchi pendant plusieurs mois sur le modèle économique des associations. Au sortir de ce groupe de travail, on n'avait pas réglé les problèmes, enfin on avait clarifié un certain nombre de choses. J'avais gardé le sentiment pénible que les associations, le monde associatif, considérait ces questions de ressources financières comme une pure contrainte. Elles faisaient comme si dans la négociation des moyens demandés au pouvoir public, elles n'étaient que demandeuses et n'avaient rien à offrir en contrepartie. Et j'en ai tiré l'idée que quelque chose manquait aux associations, c'était la conviction et les outils de mesure de ce qu'elles étaient elles-mêmes créatrices de valeur. Et que si le financement public de leur activité était justifié, c'était parce que leur activité était créatrice de valeur. Et j'ai commencé à me demander si on pouvait trouver des instruments permettant de mesurer la valeur créée par l'activité des associations. Alors, cette expression n'a pas tout de suite été accueillie avec beaucoup de bienveillance, parce que dans le monde associatif, l'idée de création de valeur, c'est un vocabulaire qui est profondément étranger à l'activité associative. Et pourtant, je suis convaincu qu'il est plus intéressant de parler de création de valeur que de parler de mesure de l'impact social. La notion d'impact social me paraît éminemment discutable, parce que parler d'impact social, c'est considérer la société comme une cible inerte sur laquelle une action bien déterminée, bien isolée, va produire un effet mesurable. Or, nous savons bien, nous autres, acteurs du social, que ça ne se passe jamais comme ça. Que quand on intervient dans la société sur un enjeu social, d'abord on est sur des problématiques de très grande complexité, et que l'effet qu'on vise a toujours des effets collatéraux, et deuxièmement que la société sur laquelle nous intervenons, c'est pas une masse inerte, ce sont des gens, ce sont des êtres humains, et ils sont eux-mêmes en mouvement, ils sont eux-mêmes capables d'action, et c'est même depuis quelques années devenu un lieu commun entre nous que de considérer que l'un de nos objectifs essentiels de l'action dans le sens social, c'est de développer le pouvoir d'agir des bénéficiaires de notre action sociale. Et donc cette idée de mesure d'impact, dans son concept même, me paraissait un peu pauvre, et pour les raisons que j'ai dites à l'instant, et cette raison-là, je me suis demandé si on ne pouvait pas aller un peu plus loin dans la question de la mesure de la valeur. Pendant ce temps-là, et c'est ma première diapo, alors ça c'est, je me rappelle la mission de la Fonda, pendant ce temps-là,
dans le monde capitaliste, dans le monde de la grande entreprise, les choses bougent. La diapo que vous avez sous les yeux est une diapo qu'on peut trouver sur le site internet du Boston Consulting Group. Le Boston Consulting Group est un des grands cabinets de conseil mondiaux, un des 4 grands, et parmi les grands cabinets de conseil mondiaux, c'est celui qui est tout particulièrement spécialisé dans le conseil à la stratégie des entreprises. C'est, il y a maintenant bientôt 40 ans, le Boston Consulting Group qui a formalisé dans la stratégie des entreprises la doctrine de toute la valeur pour l'actionnaire. Le BCG est la tour de contrôle du néolibéralisme. Ils ont donc théorisé, formalisé et transformé en méthode de conseil pour les entreprises cette doctrine que toute la valeur créée par l'entreprise devait revenir à l'actionnaire. C'est ce qu'on appelle le Total Shareholder Return. Aujourd'hui, le Boston Consulting Group publie ce genre de choses. C'est-à-dire, il explique que dans la stratégie d'une entreprise, l'expérience montre que si la stratégie est exclusivement consacrée à le retour de valeur pour l'actionnaire, eh bien, elle aboutit à l'appauvrissement de l'entreprise. Pour tenir ce raisonnement, ça sera ma deuxième et dernière slide piquée sur le site du Boston Consulting Group. Pour tenir ce raisonnement, l'analyse consiste à dire, en réalité, si on veut créer de la valeur, il faut qu'on veille à ce que l'environnement dans lequel on se trouve soit lui-même en situation de générer de la valeur. Ils ont fini par comprendre, ceux qui s'occupent non pas exclusivement de la performance des actions, mais qui s'occupent de la réalité de l'activité des entreprises, ils ont fini par comprendre qu'une doctrine économique qui était exclusivement consacrée à savoir où on allait prendre la valeur, comment on allait l'extraire et la concentrer, eh bien cette doctrine était vouée à la catastrophe, puisque quand on a fini de prélever la valeur, il ne reste plus rien. Et ce raisonnement sur la valeur s'applique évidemment par les temps qui courent, à la fois sur l'environnement humain et social de l'activité de l'entreprise, que sur son environnement naturel. La question de la limite des ressources, la question de l'impact écologique des activités industrielles, des activités de la mobilité, des transports, etc., a fait une irruption massive en quelques années dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, au sommet du monde capitaliste, il y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à se dire on ne peut pas ignorer la question, les conditions dans lesquelles on est capable de produire de la valeur. Et non seulement la production de la valeur doit tenir compte du caractère limité des ressources naturelles que nous avons à notre disposition, les ressources de la terre, les matières premières, la qualité de l'environnement, la qualité du climat, etc. Mais elle doit aussi, de la même manière, tenir compte de la qualité de la reproduction, du bien-être des ressources humaines. Si on épuise ces ressources humaines, un jour, l'entreprise est incapable de créer de la valeur. Dans un monde où la valeur créée dans l'entreprise est de plus en plus une valeur liée aux services rendus et non pas aux produits vendus, il est évident que la question de la valeur des ressources humaines est essentielle. Et donc nos amis du BCG pondent ce petit schéma. Alors, je peux le regarder comme ça, mais j'y vois pas grand-chose. Dans lequel vous avez en abscisse le Total Shareholder Return, le TSR, et vous avez en ordonnée le Total Societal Impact. Et vous avez les bulles qui sont dans ce schéma caractérisent le positionnement des différentes stratégies d'entreprise. Si vous vous intéressez ni au retour pour l'actionnaire, ni à l'impact social, vous êtes dans une pratique d'entreprise à haut risque parce que vous allez générer des accidents et des scandales, des accidents technologiques et des scandales sociaux. Ça c'est le point de départ d'autrefois. Pour progresser par rapport à cette situation, vous pouvez être dans la démarche de responsabilité sociale et environnementale et vous faites de la philanthropie d'entreprise. C'est déjà un premier progrès, mais disent nos stratèges, la philanthropie d'entreprise, c'est le social washing et le greenwashing, ça vous permet d'avoir bonne conscience, ça améliore pas votre performance d'entreprise, votre stratégie. Et donc, pour
progresser en matière d'efficacité stratégique, il faut que non seulement vous vous intéressiez aux externalités produites par votre entreprise, aux effets qu'elle a sur son environnement, sur les populations, sur la société, mais que, dans toute la mesure du possible, et c'est la bulle qui est tout en haut à droite, vous internalisiez dans la stratégie de l'entreprise son impact social. Je m'arrête là sur le monde de la grande entreprise capitaliste. Si j'ai pris 5 minutes pour vous parler de ça, c'est pour que vous ayez à l'esprit que dans le monde économique aujourd'hui, ces questions sont sur la table. Ces questions sont l'objet d'interrogations, de controverses et d'analyses au plus haut niveau du monde des entreprises, du monde capitaliste, et que nous sommes dans un environnement où les idées sont en train de changer. Les visions du monde sont en train de bouger, et dans ce contexte de transformation des idées, nous avons un rôle clé à jouer parce que si nous nous y prenons bien, nous avons une longueur d'avance. Nous sommes, nous, monde associatif, et tout particulièrement vous, dans le champ social, nous avons entre les mains le moyen de comprendre, de mesurer, d'analyser, de plaider sur le type de valeur que nous produisons pour la société. Et c'est ce qui fait l'objet de la démarche que nous avons lancée à la Fonda, qui est un travail d'analyse, de construction d'un outil d'analyse pour comprendre comment les organisations de l'ESS sont créatrices de valeur. Alors, pour mener à bien cette analyse, nous sommes partis d'un schéma existant déjà depuis plus de 30 ans dans le monde de la stratégie d'entreprise, qui est l'analyse des chaînes de valeur. Alors, je vous ai pas fait deux diapos, j'en ai fait qu'une, mais vous allez dans un premier temps considérer uniquement ce schéma, il est directement inspiré de ce schéma. Il est directement inspiré de ce qu'on appelle l'analyse des chaînes de valeur. Ça consiste à dire quoi? Si vous mettez à la place d'impact social, vous mettez marge bénéficiaire. C'est le schéma initial. Ça consiste à dire la capacité d'une entreprise à générer du bénéfice, elle n'est pas liée à la performance d'une seule de ses activités, la recherche-développement, le marketing, la logistique, l'efficacité de la chaîne de production, etc. Elle est liée à la combinaison de l'ensemble de ces activités. Si vous voulez comprendre comment une entreprise est plus performante que ses concurrents, où est son avantage concurrentiel, eh bien, il faut que vous vous livriez à l'analyse de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, dans la chaîne de valeur, vous avez les activités principales qui sont en mauve en bas, qui sont la chaîne qui va de la conception du produit, l'analyse du besoin jusqu'à sa livraison au client et la fixation de son prix. Et puis vous avez ce qu'on appelle bêtement les fonctions support, qui sont évidemment la gestion des ressources humaines, la gestion des moyens, la localisation de l'entreprise, etc. Cet outil d'analyse a eu une très grande fortune dans le monde de l'entreprise. Il a été utilisé notamment pour identifier les moments et les lieux clés de la création de valeur. Et il a été utilisé par l'économie financière dans ce jeu d'achat et de vente des entreprises pour externaliser celle des fonctions de l'entreprise qui étaient le moins créatrices de valeur et concentrer l'investissement sur celles qui produisaient le plus de valeur. Et c'est comme ça qu'on a vu l'extension de la sous-traitance et la fermeture d'entreprises qui étaient pourtant bénéficiaires mais qui n'occupaient pas une place stratégique dans la chaîne de valeur. Moi, j'ai décidé d'utiliser ce schéma d'analyse dans une toute autre philosophie qui consiste à dire cette façon d'analyser la création de valeur, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est systémique. C'est précisément parce qu'elle n'oublie rien et que elle permet de comprendre comment la création de valeur est non pas le fruit de la concentration d'une activité sur quelque chose, mais de la combinaison d'activités. Et j'ai essayé d'appliquer ce mode d'analyse à un acteur social. J'ai commencé à le faire il y a maintenant 3 ans sur un centre social et en travaillant avec les acteurs du centre social, son équipe salariée, ses dirigeants bénévoles et certains de ses bénéficiaires, on s'est dit on va faire l'analyse de la chaîne de valeur. Un centre social, c'est intéressant parce que ça a plusieurs activités à la fois. Et
dans chacune de ces activités, le centre social, il a des partenaires. Un acteur social n'agit jamais seul. Il est toujours en liaison avec d'autres acteurs et il est toujours dans des relations d'échange, de coopération avec d'autres acteurs. Si on applique à cet ensemble de relations de coopération la méthode de l'analyse de la chaîne de valeur, on va trouver que le centre social est un créateur de valeur sous des formes qui peuvent être extrêmement variées. Et je vous prends un exemple pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Un centre social fait de l'aide aux devoirs. Et dans le quartier du centre social, il y a un collège. Si les relations entre le centre social et le collège sont des relations qui sont totalement dépourvues de toute dimension monétaire. Ils appartiennent à des univers de financement complètement étanches l'un à l'autre, et quand les élèves circulent entre le collège et le centre social, le collège aux heures de classe et le centre social après la classe, il n'y a aucun flux monétaire qui correspond à cette circulation. Si le centre social fait bien son boulot d'aide aux devoirs, le niveau des élèves du collège va monter, les résultats du collège au brevet des collèges vont s'améliorer. Si on est dans un quartier où il y a un centre social, c'est probablement qu'il y a dans ce quartier des enjeux de mixité sociale dans le parcours éducatif des enfants et que le maintien de la mixité sociale est un enjeu stratégique pour le collège. Pourquoi ? Parce que dans une ville, dans un canton, dans un quartier, les établissements scolaires font l'objet, de la part de la population, parents d'élèves, d'un classement explicite ou implicite. Il y a le bon collège et le mauvais collège. Il y a le collège où on peut envoyer ses enfants et celui où il faut éviter d'aller. Si le collège peut maintenir la mixité sociale de son recrutement, parce qu'il a de bons résultats, en termes de performance du collège, il peut considérer qu'il est dans une situation positive. Il remplit sa mission sociale en étant un acteur de la mixité sociale du quartier. Eh bien, on peut considérer dans cette relation du centre social avec le collège que le centre social crée de la valeur pour le collège. Cette valeur n'est pas mesurable par des données monétaires. Elle est mesurable par la façon dont la population du quartier classe le collège sur une échelle. Il y a donc bien là une mesure quantitative. Pour finir avec ce schéma, ce que nos travaux ont apporté de plus par rapport au concept initial de chaîne de valeur, c'est la dimension circulaire. Dans l'analyse initiale de Michael Porter, puisque c'est le nom de celui qui a inventé cet outil, une fois qu'on avait réalisé la marge bénéficiaire de l'entreprise, eh bien, la marge bénéficiaire, elle partait dans un circuit, elle allait rémunérer l'actionnaire, elle allait rémunérer la direction de l'entreprise, mais Michael Porter s'intéresse pas du tout à ce qui arrive. À partir du moment où nous nous sommes interrogés sur ce qu'était l'impact social, au contraire, c'est là que l'essentiel de la création de valeur se produit. Qu'est-ce que c'est créer de la valeur quand on est un acteur social ? Eh bien, quel que soit le champ dans lequel vous agissez, vous avez, et on peut revenir au détail de ce schéma, vous avez vos activités principales, les compétences que vous mobilisez, les procédures, votre savoir-faire, l'organisation de vos établissements, vous organisez votre activité selon des critères d'efficacité qui sont liés à votre spécialité professionnelle, et puis vous avez des ressources que vous mobilisez. Dans les ressources que vous mobilisez, vous avez des ressources humaines, vous avez des ressources financières, et vous avez dans ces ressources humaines et financières des ressources que l'on peut qualifier de ressources du commun. Ce ne sont pas des investisseurs qui financent vos activités, ce sont les finances publiques, ce sont les contribuables, ce sont des ressources qui viennent du commun. Et puis dans une activité associative, il y a une dimension ressources humaines qui est fondamentale, et là je ne parle pas des équipes salariées, je parle des bénévoles, de l'engagement citoyen, de l'engagement bénévole qui permet à l'association d'exister, qui lui donne son projet associatif, sa raison d'être. Ces ressources, ce sont les ressources du commun. Eh bien, la définition que je donne à la valeur produite par une activité associative, elle est extrêmement simple. Elle est la création de valeur qui permet de renouveler les ressources du commun. La création de valeur sociale est une création qu'il faut imaginer dans une économie circulaire de la ressource sociale. Notre société a besoin, pour produire les ressources qui nous permettent de vivre ensemble,
de vivre bien, elle a besoin de renouveler ses ressources de solidarité, ses ressources d'éducation, ses ressources culturelles, ses ressources de capacité à vivre ensemble. C'est bien de la production de valeur par le social. Voilà quelle est la base philosophique, conceptuelle, si vous voulez, de l'analyse que nous faisons. Alors on va regarder maintenant ce que ça donne sur un cas concret. Vous n'êtes évidemment pas obligé de déchiffrer chacune des lignes de ce tableau, mais vous pourrez évidemment récupérer la présentation si vous voulez regarder ça de plus près. Nous avons donc décidé de tester l'approche théorique que je viens de vous présenter sur le terrain, pour voir si ça marche, de le tester avec les acteurs, et nous l'avons fait aujourd'hui sur deux types de terrain, des centres sociaux, puisque c'est là que tout avait commencé, dans plusieurs départements, et plusieurs terrains de l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée. Vous en avez entendu parler, vous savez en gros ce que c'est, j'ai pas besoin d'y revenir trop longuement. Il y a aujourd'hui donc une dizaine de territoires qui expérimentent ce dispositif consistant en un mot à transformer les prestations sociales servies aux chômeurs de longue durée en ressources pour créer une entreprise à but d'emploi qui recrute des chômeurs de longue durée volontaires et les salarie en CDI à hauteur du SMIC. La question, c'est de savoir, est-ce que cette conversion de dépenses passives d'indemnisation du chômage en dépenses actives de constitution d'une entreprise, est-ce que c'est performant? Est-ce que ça crée de la valeur supplémentaire? Est-ce que l'argent ainsi dépensé va générer de la richesse supplémentaire ou pas? C'est le grand pari que fait Territoire zéro chômeur de longue durée, et nous leur avons proposé de les accompagner sur la base du schéma que je viens de vous présenter dans leur analyse. Alors, quel est l'intérêt de vous présenter cette diapo, si on ne va pas rentrer dans le détail de l'analyse? C'est simplement pour vous expliquer que la méthode pour comprendre où est la valeur que l'on crée, c'est une méthode d'analyse, de décomposition des activités. Au fond, on prend un projet global, il a un axe central qui est son projet associatif, qui sont les valeurs qu'il défend. Territoire zéro chômeur a été créé à l'instigation de ATD Quart Monde, et la philosophie d'ATD Quart Monde, les valeurs du projet associatif d'ATD Quart Monde, c'est de considérer que tout homme, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa situation, y compris d'extrême pauvreté, tout homme doit être acteur de son émancipation, que tout homme est une ressource qui doit pouvoir être valorisée, développée, c'est dans cette philosophie que se construit l'expérience de Territoire zéro chômeur. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le détail ce qui se passe. Et il se passe 3 catégories de choses. Vous voyez que ce que nous avons cherché à mettre en lumière, c'est le fait que vous allez avoir 3 niveaux à partir d'un même projet associatif portant sur le chômage de longue durée. Vous générez 3 types d'effets. Vous avez ce qui s'appelle dans la case violette là à gauche la dynamique ressources humaines. Eh bien, c'est la situation des chômeurs de longue durée, les mettre en activité, leur permettre d'avoir un travail, d'avoir une activité, créer de l'emploi. Mais vous avez en même temps 2 autres choses qui se passent, et c'est là que l'analyse devient un peu compliquée. Vous avez d'une part ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi qui a été créée pour recruter ces chômeurs, qui va offrir des services. Et il faut essayer de comprendre comment les services rendus par cette entreprise à but d'emploi vont générer une valeur telle que l'entreprise va trouver un équilibre économique. Le but n'est pas que indéfiniment l'entreprise à but d'emploi recycle les prestations chômage. Elle est qu'elle rende des services qui sont tout ou partie rémunérés. La question de la part résiduelle de financement public sera une question clé, et donc il faut analyser comment ça se passe. Et puis vous avez un 3e niveau d'analyse qui est la question du projet de territoire. Quand on crée une entreprise à but d'emploi sur un territoire, c'est pour générer des services qui n'étaient pas rendus auparavant ni par les services publics, ni par l'entreprise privée. Problématique classique de l'économie sociale et solidaire. Et donc, cette entreprise à but d'emploi, elle va générer des activités de type
entretien de l'environnement, ressourcerie, recyclerie, conciergerie solidaire, services rendus à la population, etc. Et c'est donc dans les 3 niveaux de l'activité de l'entreprise à but d'emploi qu'on va faire toute l'analyse de la chaîne de valeur. Quelles sont les activités, quelles sont les ressources mobilisées, comment les activités génèrent des ressources nouvelles. Et vous avez dans la case qui est en rouge en bas à gauche le détail des activités. Donc ce carré qui est à gauche correspond à la totalité du schéma de la chaîne de valeur que vous aviez précédemment. Vous avez donc bien en violet ce qui correspond aux activités de soutien et en rouge ce qui correspond aux activités principales. Et puis, une fois qu'on a fait cette première analyse, on va continuer à décomposer les conditions d'activité avec les impacts sur les chercheurs d'emploi et les impacts territoriaux. Alors, je ne vais pas détailler la liste, mais vous voyez qu'on est quand on commence à être dans la décomposition, on va aller de plus en plus dans des choses détaillées, l'effet de la sortie de la précarité économique, le pouvoir d'achat, le recours à de nouveaux services qui donc génèrent de la demande, les questions de logement, les questions de santé, l'accès aux droits, les dynamiques familiales, l'amélioration de la perception de soi, l'appartenance au quartier, le fait qu'on va être contributeur à la vie de son quartier. Il y a comme ça tout un tas de phénomènes qu'on va essayer, qu'on distingue. Et on va, pour chacun de ces phénomènes, on va identifier les leviers d'action. Donc c'est un travail de bénédictin un peu. C'est-à-dire qu'on part d'un projet, et puis en travaillant avec les acteurs, tout ça c'est du travail qui se fait, c'est de l'animation collective. C'est pas un expert qui vient avec ses grilles d'analyse et qui, du haut de son expertise, va analyser ce qui se passe. Tout ce travail d'analyse, c'est un travail qu'on fait en réunion avec les bénéficiaires, avec les acteurs, avec les porteurs du projet, avec les partenaires qui sont autour, Pôle emploi, les services sociaux, les associations qui travaillent dans le quartier, la mairie, etc. C'est vraiment un travail d'élaboration collective. Et ce travail d'élaboration collective, il permet de distinguer, en allant de plus en plus dans le détail, il va permettre de distinguer les leviers d'action, les effets qu'on produit, et il va permettre à chacun, là où il est, avec les instruments de mesure qui sont les siens, de mesurer la différence produite par l'activité de l'entreprise à but d'emploi. La création de valeur, elle est la résultante de cette longue liste d'activités, d'actions, d'effets, de transformation de la demande, de transformation des comportements, de production de liens sociaux qui va être le résultat de l'entreprise. Je conclus en insistant sur 2 choses. Premièrement, ce que je vous présente, c'est une expérience en cours. Nous avons fait en 1 an tout ce travail de rentrer dans le projet, comprendre la dynamique du projet, faire partager à tous les acteurs du projet notre démarche, et vous voyez qu'elle n'est pas d'une très grande simplicité à expliquer, les embarquer dans le travail de décomposition, et aujourd'hui nous avons cette cartographie des activités de l'entreprise à but d'emploi. Premier résultat de cette démarche, chacun des acteurs du projet Territoire zéro chômeur de longue durée se situe dans cette cartographie. Chacun des acteurs se représente, se voit comme contributeur d'une démarche collective dont il pense qu'elle va créer de la valeur pour lui, pour son environnement, pour le quartier. On ne sait pas encore combien de valeur va être créée, ça c'est l'épisode suivant, mais on permet déjà à chacun de se situer dans une cartographie de la chaîne de valeur. C'est extrêmement important, parce que grâce à cet outil, la dimension collective du projet, elle n'est pas abstraite. C'est pas juste la charte, la proclamation des valeurs qui sont au début du projet associatif. C'est dans l'activité quotidienne, chacun peut se situer. Et rien que ça, je peux vous dire quand on est sur le terrain, que déjà, quand on a fait ça, on génère une dynamique de compréhension collective, d'intensité du travail en commun qui est extrêmement intéressante. Ce qui nous reste à faire, et le pari que nous continuons à faire et qui n'est pas gagné,
c'est que pour chacun des éléments de la chaîne de valeur, est-ce que nous allons arriver à une quantification compréhensible? Nous partons de l'hypothèse que cette quantification sera hétérogène, que tout ne se mesure pas de la même manière. Évidemment, quand dans les coûts du projet, vous pouvez toujours mettre un budget, un compte d'exploitation, vous pouvez mettre des ETP, vous pouvez mettre une masse salariale, vous pouvez mettre le coût de location, etc. Mesurer les coûts en valeur monétaire, ça, tout le monde sait le faire. Je dirais même que dans la sphère publique, on ne sait faire que ça. On sait mesurer les coûts, on ne sait absolument pas mesurer la valeur produite. Aujourd'hui, et c'est le deuxième élément de ma conclusion, aujourd'hui, si les dépenses du champ social sont considérées exclusivement comme une charge, c'est parce que, pour tout un tas de raisons historiques sur lesquelles je vais parvenir, nous ne nous sommes jamais donné les outils correspondant à ça, permettant de mesurer la valeur produite par l'activité sociale. La Cour des comptes est capable de développer des outils d'une sophistication formidable pour vous expliquer au centime près pourquoi votre masse salariale est trop élevée et pourquoi l'argent que vous dépensez n'est pas assez performant. Elle est infoutue. Elle est infoutue. Vous ne trouverez nulle part dans un rapport de la Cour des comptes un instrument de mesure quantitative disant ce travail-là a créé de la valeur. Il y a un rapport récent de la Cour des comptes sur l'insertion par l'activité économique. Une fois n'est pas coutume, il est extrêmement élogieux sur l'ensemble du dispositif. Il dit que c'est vraiment un truc bien géré, rigoureux, etc. Vous n'avez pas la mesure de la valeur créée. Et donc l'enjeu qu'il y a là derrière, c'est un enjeu pour vous, c'est un enjeu pour l'ensemble des acteurs du champ social, et derrière, c'est aussi un enjeu pour le débat sur comment on structure la dépense publique, que devient l'argent qu'on dépense publiquement, est-ce que l'argent dépensé est un argent perdu, une charge pour la société, ce qui est aujourd'hui l'idée dominante, ou est-ce que cet argent est un investissement social qui génère de la valeur, mais encore faut-il mesurer cette valeur. Dernier mot, vous voyez que dans ce travail, nous sommes complètement sortis de l'opposition entre le qualitatif et le quantitatif. Mais que, pour sortir de cette opposition, il faut commencer par qualifier la valeur. Nous ne l'avons pas encore quantifié, donc encore une fois, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire si on arrivera au bout à quantifier chacune des lignes. Il est probable que non. Il est probable qu'il y a des choses qu'on pourra quantifier et d'autres qui resteront dans le flou. Mais l'essentiel de ce que j'ai à dire, c'est que la valeur, c'est d'abord quelque chose qu'on qualifie. Valeur pour qui? Valeur pour quoi? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte pour qui? Madame Bettencourt, dans une des toutes dernières lettres qu'elle a écrite à sa fille avant de mourir, a écrit cette phrase venant d'elle, particulièrement magnifique, consistant à dire « Tu sais, ce qui compte le plus, en fin de compte, c'est ce qu'on compte le moins. » Eh bien, nous, parce que nous sommes dans une démarche collective, parce que les enjeux que nous avons entre les mains sont des enjeux collectifs, nous ne pouvons pas purement et simplement renoncer à compter. Mais avant de commencer à compter, il faut que nous nous mettions d'accord sur ce qui compte le plus pour nous. Je vous remercie.